par des facteurs exogènes qui vont le faire blond, brun, intelligent, puissant, bref, tout ce que veut sa mère. Et l'homme qui s'accomplit, qui s'élève à sa dignité d'homme libre, disposé à conjuguer son histoire avec celle de son temps pour y apporter son talent. Je pense que vous ne me contredirez pas si j'observe que le monde s'emballe. Tout va très vite. On a du mal à suivre. Montaigne avait raison de dire que l'histoire est une branloire pérenne. On assiste depuis quelques décennies à des tsunamis, des transformations, des déferlements de bouleversements, comme on a assisté à l'avènement de l'hégémonie de l'économie, qui a mis cul par-dessus tête le sens moral et le sens politique. Nous vivons dans une société positiviste, qui n'accorde de vérité qu'aux résultats expérimentaux des sciences de la nature. Nous vivons de surcroît dans une société sécularisée, où chaque domaine d'activité économique, sociale, politique, artistique, scientifique, chaque domaine d'activité se déploie selon ses normes propres, dans un univers exclusivement humain, en vue de ses objectifs propres, autrement dit, hors de tout contrôle, d'une transcendance, d'une foi, d'une église, hors de toute finalité religieuse. Et notre société est aussi marquée par des ruptures aussi brutales que récentes. Par exemple, par la mutation numérique, avec l'émergence d'Internet, en l'absence de réflexion éthique préalable. Et vous voyez ce qu'on peut faire avec Internet. Notre société est marquée par des mutations géopolitiques, écologiques, par la désertification, par la déforestation. Que de malheur. Et en plus de ça, l'OM a perdu la semaine dernière. Et par-dessus le marché, notre société est aujourd'hui conviée à réfléchir à la révolution génétique, à la mainmise sur les mécanismes de la vie, au transhumanisme qui voudrait corriger les ratés de la création. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où la raison moderne pense par elle-même, où les savants usent de la raison comme fabrique de calcul pour créer des faits qui soient conformes à leurs prévisions ou à leurs désirs. La raison moderne est passée de la soumission au réel, de la passivité devant le réel. Il y a encore 40 ans, moi je ne savais pas si ma femme allait accoucher d'un garçon ou d'une fille, parce que nous ne disposions pas d'échographie. Il y a 40 ans, nous n'avions pas les pompes à morphine pour apaiser la douleur. On est passé de cette soumission au réel à la responsabilité de notre histoire, en essayant des hypothèses. Cette société est essentiellement projective. Et notre temps est marqué par l'extraordinaire flambée de nos exploits techniques et par la démesure sans précédent des pouvoirs dont nous disposons. Comment empêcher le relativisme moral qu'on voit, qu'on entend aujourd'hui, puisque certains n'en ont cure et filent dans l'ivresse du mouvement. Mais quelle humanité vise-t-il? Quelle humanité partagerons-nous? Personnellement, j'observe le monde avec le même regard que celui que je porte, je vous invite à vérifier, le regard que je porte sur le récit de la création de la tour de Babel dans le 11e chapitre de la Genèse. La tour de Babel, qu'est-ce que c'est? C'est un projet ambitieux, orgueilleux surtout, celui d'édifier une tour monumentale pour qu'on la vit de loin, dit le texte, pour qu'on la vit de loin. Mais les hommes s'abîment dans la vanité excitée à mesure qu'ils créent. Toutes les tours qui s'en vont lécher les nuages, requérant tout le génie inventeur des hommes, quand elles s'écartent du service de l'homme, elles creusent l'oubli de l'être. Et notre civilisation, aujourd'hui, chacun oublie qui il est. Notre civilisation est très fière de ses exploits techniques, elle est même boulimique d'exploits techniques. Elle a oublié, par exemple, quand même, à côté, de s'occuper de la pauvreté qui ne cesse de grandir. Notre civilisation éprouve de moins en moins
le désir patient d'être et manifeste de plus en plus le besoin impatient d'avoir, de consommer et de jouir. Heidegger, j'y reviens, il dénonçait déjà la visée prométhéenne de l'homme qui se prend pour le seigneur de la terre. C'est drôle de voir ça sous la plume d'Heidegger, qui était un proche d'Hitler quand même. L'accroissement des champs ouverts par les progrès scientifiques nous donne le vertige. Et moi, j'éprouve ce vertige et j'ai envie de crier « ralentir travaux, un peu de temps pour réfléchir ». Les décrets d'application de la dernière loi Claes-Leonetti ne sont pas encore parus que déjà on réclame en urgence une nouvelle loi. Toujours, nous sommes de plus conditionnés par ce principe kantien d'Emmanuel Kant, l'absolu de la liberté. Kant a donné à la liberté d'être absolue, relativisant tout le reste, y compris la justice. Et du coup, on est pris par cet absolu de la liberté et on réclame de plus en plus de liberté. On veut faire sauter toutes les contraintes, parmi lesquelles les contraintes relatives à la recherche sur l'embryon. On veut donner la mort à celui qui l'implore. Question. Tout désir fait-il droit? Tout désir fait-il droit ipso facto, tout de suite? Écoutez, du IVe siècle avant Jésus-Christ jusqu'à maintenant, d'Aristote à Paul Ricoeur, l'éthique s'est toujours trouvée prise dans un étau entre le désir et le devoir. J'en termine par l'éthique médicale. Je conclue là-dessus. L'éthique médicale, qui est toujours relative à l'éthique biologique, mais appelons-la l'éthique médicale, elle doit, par définition, pas simplement par vocation, mais par définition, elle doit se ranger au service de l'homme. L'éthique médicale, c'est l'acte de penser l'homme comme copartenaire d'un monde qui ne se fera pas sans lui, sans l'homme, sans ses aspirations, sans ses intérêts, sans ses désirs. Et ici, l'éthique ouvre un débat entre valeurs et techniques, entre individus et pratiques sociales. L'éthique médicale est une éthique en situation concrète, où il ne s'agit pas de trancher entre le bien et le mal, pas du tout. Mais il s'agit de décider, donc de trancher, entre le mal et le pire, parfois dans un contexte d'incertitude. Et je vous renvoie pour cela en service de réanimation néonatale. Là, l'après n'est jamais maîtrisé totalement. L'avenir, on hésite. On prend des décisions, mais on est dans l'incertitude. Comme disait Homère, l'avenir est sur les genoux des dieux. C'est le cas. L'éthique médicale, dans sa fonction, elle a un allié. Ce sont les sciences et les techniques. Mais à comprendre dans leur dimension d'humanisation potentielle. L'homme, c'est d'abord de l'incarnation. L'homme, c'est pas un jouet, l'homme, c'est pas une pièce de mécano. Vous voyez la génération d'où je parle, c'est pas une pièce de Lego, ça fait plus moderne. La difficulté de la réflexion éthique, parmi toutes les difficultés, la réflexion éthique éprouve une difficulté d'accueillir ce monde à cause du retard pris par rapport à l'avancée de la science et de la technique. On fonctionne obligatoirement avec des représentations, on fonctionne avec une expérience, avec des représentations qui sont dépassées lorsque arrive un fait inédit. J'ai déjà raconté cette histoire à quelques-uns d'entre vous. En 1965, lorsqu'on a réalisé la première transplantation cardiaque, c'était au Cap ou à Pretoria, enfin en Afrique du Sud, la majorité des gens faisaient siéger l'élan amoureux dans la région du cœur, Nicolas Sol. Et la majorité des gens croyaient que le greffé allait tomber amoureux de la veuve du donneur. Ça n'a pas duré longtemps, mais la réalité a repris son droit. L'éthique médicale est confrontée à des phénomènes inédits. On ne peut pas résoudre un problème à partir d'une définition.
d'un argument ontologique, puisque, je reprends le mot, d'une définition à partir de laquelle on déduirait des gestes, des procédures, une conduite à tenir. On affronte une situation contingente qui nous arrive là, alors qu'on s'en serait bien passé, et qui appelle une décision, mais sans cahier de procédure. On n'est pas dans un garage. Devant un nourrisson, on ne déduit pas notre comportement d'une approche définitionnelle de l'enfant. Un enfant dans un service de réanimation n'est pas un enfant. C'est cet enfant-là, et pas un autre. L'éthique n'est donc pas un champ d'expérimentation. L'éthique se pose comme un allié de l'autre, un allié d'autrui. Cet autre n'est ni un moyen, ni un faire-valoir, ni une courte échelle. L'autre doit déborder tout projet d'assimilation, de phagocytage. Il a à se laisser découvrir comme appel, comme exigence éthique, qui nous met en demeure de répondre à la question « Qu'as-tu fait de ton frère ?» L'autre m'impose le respect. Son visage m'affecte. Sa vulnérabilité me convoque. Aimerais-je assez pour que, par l'effacement de mon moi, l'autre grandisse, s'épanouisse, s'améliore, s'accomplisse? Le prochain, qui est n'importe qui, est logé à la même enseigne que chacun d'entre nous. Pas besoin du burin pour graver ça dans la pierre. Par-delà l'attrait ou la répulsion, car on éprouve aussi bien l'un que l'autre, l'autre est inscription dans la chair d'une réalité qui fait appel. Tu ne tueras pas. Chaque autre est comme l'orème d'où procède la voix qui interdit le meurtre. Mais avant de m'interdire quoi que ce soit, l'autre me requiert. Et il me demande de l'aimer comme je m'aime. Ce qu'ont fort bien montré dans une séance précédente les témoignages de Bertrand et Anne-Françoise Coe. Je vous remercie. J'espère que j'ai respecté le temps. Très bien. Voilà. On va faire une petite pause là maintenant si vous voulez bien et si vous avez des questions à poser.